Second poteau, Pavard. Bonjour à tous et bienvenue dans En Première Intention, émission du samedi 15 janvier 2021. Et j'ai à mes côtés, à ma gauche déjà Dridi. Bonjour Lorenzo, bonjour Aurélien et bonjour les autres. Et à ma droite Aurélien du coup. Bonjour Lorenzo, bonjour Dridi et bonjour aussi à tous les autres et bonne année parce que c'est la première émission, c'est la première de l'année. Première émission 2022. On va commencer en fanfare avec un débat, un focus sur le début de la CAN, ce qui s'est passé on est à la moitié des phases de groupe de ce qui s'est passé jusque-là lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Il y aura évidemment aussi les news extraordinaires d'Aurélien, les matchs à voir du week-end, puis à la fin il y aura évidemment le quiz pour voir qui commencera cette année sur les chapeaux de roue au niveau du quiz entre Dridi et Aurélien. Après son Lexomil, parce que pour ceux qui ont écouté le dernier quiz, il en fallait. Il en fallait. On va donc commencer avec les news. On commence donc avec les news, avec un énorme coup dur pour la Juventus, mais aussi pour la Squadra Azzurra. C'est déjà une fin de saison pour Federico Chiesa. L'attaquant italien a été victime d'une blessure au ligament croisé du genou contre la Roma dimanche dernier. Une blessure qui devrait l'éloigner des terrains au moins 6 mois. Ça va être très dur de se passer de ses services en club comme en équipe nationale pour les barrages de la Coupe du Monde où l'Italie affrontera la Macédoine du Nord, puis ensuite le Portugal ou la Turquie. Donc là, Chiesa, ça va être très compliqué pour l'Italie et aussi pour la Juve qui est très dépendante de son attaquant. Comme tu l'as dit, en fait, Chiesa, c'est quand même le joueur de percussion par excellence, aussi bien à la Juventus qu'en Italie. Pour ceux qui ont vraiment regardé les matchs de la Squadra Azzurra, on voit vraiment que limite c'est un des tauliers, même s'il y a Chiellini, même s'il y a Bonucci, mais c'est vraiment tu sens il a cette volonté d'aller vers l'avant. Alors parfois c'est un petit peu brouillon parce que tu sens qu'il s'entête, mais quand ça passe et qu'il arrive à frapper pied droit, pied gauche, il me semble que de mémoire il est aussi bien habile avec l'Euro de toute façon. Voilà, l'un que l'autre, mais surtout en Italie c'était offensivement qu'il y a beaucoup de problèmes. Le seul limite irréprochable c'était Chiesa quoi. Oui, parce qu'après pour le changer tu as Domenico Berardi, mais c'est pas le même profil, c'est pas un profil de percuteur. Donc déjà que la Squadra Azzurra n'était pas très sereine vis-à-vis de ces barrages du Mondial 2022 qui va se dérouler au Qatar malheureusement, ça met une épine dans le pied parce qu'autant la Macédoine du Nord ça peut passer, autant que ça soit face à la Turquie ou le Portugal. J'ai un peu peur. Macédoine du Nord, faire attention quand même, parce que de mémoire, je les ai vus, ils jouent à l'Euro, c'était pas mal. Ils sont pas mal, ils sont vraiment bons la Macédoine du Nord pour les avoir vus lors des derniers matchs. Maintenant, pour le plus compliqué, ce sera pour la Juventus, je pense, parce que à la limite, l'Italie, je pense que vu l'Euro qu'ils ont remporté, et ils devaient rencontrer le Portugal dans le pire des cas, ou la Turquie. Qui est quand même qui pouvait être un adversaire assez coriace, donc je pense qu'à la limite on leur aurait un peu plus pardonné entre guillemets. Là la Juventus ça ferait 2 saisons catastrophiques de suite avec un coup près qui est passé pas loin l'an dernier lors de la toute dernière journée où si Naples le gagnait il tombait directement en Europa League. Là, le coup près, il va peut-être tomber, et peut-être Allegri aussi, les finances du club. Il va falloir s'en remettre alors qu'on est en pleine crise de Covid et on y est toujours, on ne sait pas comment on va s'en sortir. Donc la Juve, ça va vraiment être très très compliqué. Puis pour lui aussi, parce qu'il a quel âge il doit avoir 24 ans, 25 ans. Oui, donc on va voir comment il revient de cette blessure. C'est la première grosse blessure de sa carrière. C'est quand même les croisés. Alors je sais qu'on s'en remet un peu plus facilement qu'avant, notamment Memphis, qui lui est revenu comme ça. Mais surtout qu'il n'est pas passé par la case opération, Memphis. Si, il est passé par la case opération. Chiesa qui va se faire opérer à Innsbruck ce week-end, je crois, il me semble. C'est en Allemagne. En Autriche. En Autriche, c'était un des deux. Oui, non, mais parce que je sais qu'il y a un centre aussi intéressant qui avait opéré. Alors c'était Mattia Caldara sur. Alors c'était le tendon rotulien, mais qui était à Helsinki. C'est pour ça que je posais la question. Bon, on sait où on ira se faire opérer peut-être un jour. Si nous sommes un jour footballeurs professionnels, c'est mal parti. Je veux pas répondre à cette question parce que je connais déjà la réponse.
Et on va continuer les news et on va ouvrir une page mercato, puisque nous sommes en plein mercato, en plein mois de janvier. Et on commence en Ligue 1 avec Cédric Bakambu qui est arrivé à l'Olympique de Marseille hier. L'ancien attaquant de Sochaux et de Villarreal notamment va devenir renforcer l'attaque phocéenne. Qu'attendre de lui, sachant qu'il sort de 3 saisons plutôt remplies dans le championnat chinois, 45 buts en 68 matchs. Ça reste le championnat chinois, mais bon, c'est quand même un attaquant qui continue à planter, quoi. Avant d'aller en Chine, il était dans l'avion pour Barcelone. Ouais. Mais finalement, quand j'étais à la télé, on a dit Oui, c'est vrai. non. Bonsoir, il a reçu le bonsoir. Donc, On rigole. il est parti en Chine. Donc, on sait pas on sait pas quel Bakambu ce sera, mais ce qui est sûr, c'est que si c'est le Bakambu d'avant Chine, c'est une bonne pioche pour l'OM, parce qu'on voit que Milik, il avance pas trop, c'est plus un poids pour l'équipe et le collectif, notamment dans le jeu où il y a un manque cruel de mobilité. Donc si lui peut apporter ça avec son expérience et puis aussi sa qualité de finition, qu'il n'a visiblement pas perdu en Chine, parce qu'il a mis 45 buts en 60 matchs. Donc oui, ça peut être une bonne recrue pour l'OM. En tout cas, Sampaoli va être ravi, parce qu'il avait demandé, je crois, 5 joueurs durant le mercato. C'est le premier ou le deuxième, je sais plus. Non, c'est le premier pour le moment. C'est peut-être Kolasinac, non, le deuxième. Ah oui, qui va peut-être à gauche, oui. Voilà. Donc Sampaoli va peut-être être content. Bon, après, c'est vrai que je pense un peu au coup de Bafétimbi Gomis quand il sortait de quasiment 2 saisons blanches à Swansea, qui avait quand même marqué sa vingtaine de buts Une petite quinzaine. En tout, je crois que ça faisait presque une vingtaine. Ça sent la bonne pioche. En plus, tu sens que le gars voulait revenir en Europe, donc il est motivé. Ça joue à pas beaucoup, hein, parfois, une carrière. C'est un coup de poker. De toute façon, ils n'ont pas grand-chose à perdre, que ce soit Bakambu ou l'OM. Non, par contre, c'est un contrat de combien? 2 ans? 3 ans? J'ai pas... Parce que cette fois-ci, c'est pas un prêt. Ouais, une fois, il n'a pas réussi à échanger 3 paquets de clopes et un ticket resto pour obtenir un joueur convenable. Attends, le joueur qui accepte d'aller en Chine, quand même, c'est dur. Oui, mais bon, il avait déclaré. Après, Bakambu avait déclaré vouloir, était d'accord pour réduire ses émoluments, donc il a dû forcément le faire. C'est vrai, moi je pense aussi à Paulinho quand il était venu au Barça, c'était pas le meilleur, mais bon, après la Chine, il avait pas non plus. Mais Paulinho, 40 millions quand même. C'est vrai que c'était 40 millions. C'était 40 millions. Mais il a marché pour 40 millions en club. Magnifique montage financier de la part du Barça. Ouais, ça sent la magouille. Hein. Il y a des bons comptables. Quand on parle de magouille, du coup, 3ème news, on va partir en Angleterre avec la Première Ligue, avec pas mal de mouvements, déjà du côté du nouveau riche. Newcastle qui a enregistré les arrivées déjà de Kieran Trippier en provenance de l'Atlético Madrid au poste d'arrière droit et de Chris Wood en attaque en provenance de Burnley. Des noms peu ronflants sur le papier mais qui sont tout de même intéressants, avec notamment Kieran Trippier qui est encore très performant du côté de l'Atlético. C'est surtout lui, on va dire, la première tête de gondole du projet Newcastle, parce que tu attires quand même un international anglais qui fait s'il s'était pas blessé, ou à un moment il a eu aussi des soucis parce que je crois il a été condamné pour paris illégaux, oui, avec des paris, je crois qu'il a fait 6 mois sans jouer, mais sinon c'était un des hommes sur lesquels Southgate comptait aussi bien, mais c'est vrai que maintenant à droite tu as Alexander Arnold et tu as surtout le monstre Reece James. Mais je me souviens de lui, il me semble qu'il avait mis le but contre la Croatie sur coup franc, c'était la Colombie. En 2018. Bon, c'était un des deux, mais en tout cas c'est un mec qui a une belle patte en tout cas. Et c'est surtout après Chris Wood qui est là c'est vraiment un habitué, hein. Oui, c'est un habitué de Première Ligue. De la situation surtout de Newcastle. Oui, c'est ça. Parce qu'ils doivent se maintenir. Hein. Tu sens que oui, c'est vraiment l'attaquant fait pour se maintenir, sachant qu'ils ont quand même Callum Wilson déjà. Et que pour une fois Wood n'est pas dans ses standards habituels, il marque toujours entre 10 et 13 buts depuis qu'il est à Burnley, sachant que Burnley c'est en termes de jeu c'est pas folichon, déjà marquer 10 buts c'est une grande performance, mais et c'est pour ça que d'ailleurs ça a fait gueuler le club de Sean Dyche, parce que forcément Burnley ils sont juste au-dessus de Newcastle, ils sont au même nombre de points, 11, et mais voilà, Chris Wood c'est un contrat de 2 ans. Ce qui est pas plus mal, parce que ça fait que s'il arrive à sauver Newcastle, il sait très bien que la mission sera faite, et que lui, il va se faire avoir quand ils vont essayer de faire toute l'équipe autour de Alan Saint-Maximin. Mieux vaut que Chris Wood ait pas beaucoup de contrats pour être pas trop cher, même s'il est parti pour 30 millions, mais en Angleterre, 30 millions, qu'est-ce que c'est? C'est peanut. Et il serait même capable de le revendre 10 ou 15 millions, parce que maintenant c'est un puissant fonds, le fonds saoudien d'ailleurs. Et même la Première Ligue, c'est aussi un petit peu un puissant fonds quand même par rapport aux autres championnats. Mais ça reste le championnat le plus riche.
Et oui, c'est vrai, grâce au droit télé notamment. Donc on reste en première ligue avec Aston Villa qui s'est attaché les services de l'international français Lucas Digne en provenance d'Everton, mais aussi de Philippe Coutinho en prêt en provenance du Barça qui fait son retour du côté de la première ligue, Philippe Coutinho. Donc là aussi un recrutement assez intelligent, Lucas Digne qui est toujours très très bon en première ligue et Coutinho qui doit se relancer quelque part, et ce sera Aston Villa pour un prêt de 6 mois. Donc, le dernier Sud-Américain qui venait d'un grand club espagnol et qui est allé dans un club moyen de première ligue, il a été bon 4 mois et après c'était problématique. Maintenant il joue pour le club de Laurent Blanc. James, oui. James, Bien oui. joué, merci. Oui, enfin, t'es dur. Je suis dur, je suis réaliste. Après, c'est le retour de Coutinho et surtout c'est surtout Lucas Digne qui a dit qu'il venait quasiment que pour être coaché par Steven Gerrard. Oui, parce que ça a l'air de pas passer avec Rafa Benitez, mais je veux rien dire, c'est dans mes flops. C'est vrai que tu avais parlé d'Everton. Donc du coup, Philippe Coutinho, est-ce qu'il allait parce que c'est quelqu'un de base à Liverpool qui avait un talent incroyable. Là, son passage au Barça, pas besoin d'épiloguer, c'est assez raté. Est-ce qu'il peut se relancer du côté d'Aston Villa, de la Première Ligue? Faut lui souhaiter maintenant. Il a traversé quand même les 3 dernières saisons comme un fantôme. Hein. Donc c'est un prêt après. Ouais, mais Aston Villa, c'est pas une équipe dominatrice, quoi. Hein. Non. Enfin, les ballons. Remarque, vu qu'il sait que faire crocher et frapper, bon, il en faut 2. Mais ça va être compliqué pour lui, je pense. En tout cas, belle carrière. Quand on parlera des espoirs déchus, Philippe Coutinho sera pas mal après son passage Liverpool quand même. C'est pas un gros espoir quand il signe à l'Inter. C'est un bon espoir du foot, mais surtout par rapport à ce qu'il avait montré à Liverpool avant de signer au Barça pour 120 millions. Sur 80, non, 120. Oh, on est plus à 60. Non, je crois que c'était 120 millions et puisque derrière 50 bonus. Ils arrivent à s'il a une dent jaune. Liverpool arrive à acheter Van Dijk et Alisson avec pour 80 et 40 millions. Bonne affaire. Bonne affaire de la part de Liverpool. Sachant que Coutinho était parti en disant je vais gagner la Ligue des Champions. Ils ont acheté qui, Liverpool Alisson et Van Dijk. Ouais, mais pour remplacer Wijnaldum. Ah, personne, pardon. Tu parleras peut-être de Wijnaldum dans ton flop, Brady. C'est peut-être parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas besoin de le remplacer. Quand j'ai vu la stat Optagen, 12% de passes vers l'avant. Toi aussi, donc c'est assez stat Optagen à Liverpool. Il y en a qui n'a pas que c'est visiblement. Adrien Rabiot, il peut peut-être signer au PSG bientôt. Ah bah, le rêve. Et la dernière news, du coup. Nouvelle règle. La dernière news va concerner des prolongations de contrats d'internationaux français. Tout d'abord, Samuel Umtiti, très surprenant, qui a prolongé avec le Barça jusqu'en 2026, mais avec un salaire divisé par 2 pour permettre l'enregistrement de Ferran Torres en Liga. Aussi, la prolongation de Kingsley Coman avec le Bayern jusqu'en 2027 et Nabil Fekir avec le Betis jusqu'en 2026. Donc là, des bons choix. Il y en a un des 3 qui s'est fait escroquer au niveau de l'argent. Il n'y a pas c'est qui. Et si les chiffres sont bons, virez le comptable. Monsieur Umtiti, vite. Mais après, avec le nombre de matchs qu'il fait par an. Mais parce que je crois qu'il y a une clause qui lui permet de partir en fin de saison en 2023. S'il part pas. Il part libre en plus. Ouais, mais il va pas retoucher ce qu'il avait. S'il part pas, c'est pas pour l'amour du foot. Donc soit il a un amour pour Barcelone qu'on ne connaissait pas, en tout cas pas en 2018 lorsque était dans le oui-non téléfoot, il a dit Manchester, je sais pas, on connaissait pas. Donc là c'est surprenant. Mais bravo à lui en tout cas, parce que c'est pas Dembélé qui il a bien raison. Non, Dembélé il est plutôt en train de faire l'inverse. Je pense que Dembélé lui, il faudrait plutôt augmenter ses conseillers. Ses conseillers fiscaux, pas ses conseillers sportifs. Les conseillers fiscaux on aime bien du côté de la Catalogne. Ah ça c'est sûr, mais non mais c'est... Bon après comme tu l'as dit, désolé, c'est pour enregistrer Ferran Torres. Il aurait dû peut-être signer libre directement au Barça si c'était pour faire la banquette à Manchester City, mais bon, c'était sûr, quand tu vois la gueule du milieu, après, je pense qu'il y a quand même il a envie de se reprouver des trucs, comme Titi. Vu la cacophonie qu'il a provoquée
tout cet été avec Koeman, où il a dit non mais s'il te plaît laisse-moi encore une chance, j'irai pas voir ailleurs. Il a pleuré dans le bureau de Laporta. Oui, il a pleuré dans le bureau. C'est avec le même de Umtiti qui versait. C'était pas le parfum de la victoire là, c'était les vraies larmes de tristesse. Et oui, donc c'est terminé pour les news. On va passer avec les news extraordinaires avec Aurélien, c'est parti. Les news extraordinaires, je t'en prie Aurélien, les premières de 2022, c'est parti. Allez, puisque l'année dernière j'ai régné sur les news extraordinaires par le ridicule, maintenant je le ferai avec respect. Voici la preuve. Il n'y a pas que les arbitres de la CAN qui font parler d'eux, il y a aussi les équipementiers et celui du Soudan. H, un graphiste anglais, a dessiné les maillots du Soudan pour la marque Solo Sport. Sauf que si vous avez bien regardé la Coupe d'Afrique des Nations, et surtout les matchs du Soudan, les faucons de Djedjian portent des tuniques Adidas. Alors pourquoi ? Eh bien grâce à Footy Headlines, ce charmant site qui permet d'avoir tous les leaks de maillots, j'ai l'explication. Le fondateur de Solo Sport, aka Solo Al Salem, oui moi aussi un jour je crée une marque qui s'appellera Bayard Sport pour satisfaire mon ego déjà bien gros, qui avait promis de mentionner le nom de H lors du lancement des kits, il ne l'a pas fait. Évidemment le graphiste n'a pas hésité à le faire savoir sur les réseaux sociaux. La Fédération du Soudan a donc décidé de supprimer le logo de Solo Sport lorsqu'elle communique et de ne pas utiliser les maillots de Discord afin d'éviter tout storm shit, et en espérant bien sûr que H récupère un petit pécule, car je rappelle que toute peine mérite salaire, en déplaise au MEDEF. Allez, place à un petit coup de vieux avec Demargio Wright-Phillippe, qui n'est d'autre que le fils de Sean Wright-Phillippe, ancien joueur de Manchester City et de Chelsea, ainsi que membre de la toujours surcotée équipe d'Angleterre. On est anglais, on aime bien les tacles. Son rejeton a pu faire ses débuts en FA Cup cette semaine avec Stoke City à l'âge pas si exceptionnel de 20 ans. Mais puisque je m'adresse à des personnes qui ont pu voir cet ailier en action, le jour où il arrive à percer, cela vous fera sûrement le même effet que moi de voir un maillot floqué Thuram avec 2 étoiles chez Nike et non une chez Adidas. Et j'ai dit que je ne sombrerai pas dans le ridicule, mais Nancy est peut-être mal barré en Ligue 2, mais peut au moins se targuer d'avoir de l'humour. Une branche de ses supporters, le Saturday FC, avait déployé une banderole samedi soir contre Dijon, où il était écrit « Même Little Angel en met plus au fond que vous ». Cette actrice pornographique a eu la gentillesse de répondre en envoyant une vidéo d'elle en dessous, en brandissant une écharpe des supporters en question et en demandant quand elle devient le sponsor principal du club. Je rappelle la devise de Nancy, qui s'y frotte s'y pique. Une phrase qui ne devrait pas donc faire peur à Madame Angel. Merci Aurélien toujours pour cette finesse dans ces news extraordinaires. J'ai hésité parce qu'il y avait des frères en MLS, mais je me suis dit c'est peut-être plus intéressant une petite actrice pornographique qui répond à un club qui va sombrer en national. On a le sens des priorités chez les Bayards. Et oui, ça commence très fort 2022 avec les news extraordinaires. On passe tout de suite au top et au flop. Les top et flop, et on commence avec toi Adridi. Tu veux nous parler d'un club italien, premier de Serie A avec un match en retard. L'Inter Milan est en bonne voie pour un potentiel doublé en Serie A, mais les Interistes viennent surtout de battre la Juventus en Supercoupe d'Italie 2-1 en prolongation. Qui peut stopper l'Inter ? En Italie, personne. Surtout quand tu prends un but d'Alexis Sanchez, vraiment personne, mais vraiment. Mais belle passe décisive d'Alexandro. Ouais, c'est là où on reconnaît la politique sportive géniale d'un club. T'as Luca Pellegrini qui est sur le banc, mais bon, sur les gros matchs, mieux vaut Alexandro apparemment. Faut quand même rappeler l'été chaotique qu'a vécu l'Inter entre le départ de Lukaku, le départ d'Hakimi, le départ de Antonio Conte. Et finalement, on se rend compte que la mayonnaise prend bien maintenant avec cette équipe. Mine de rien, la perte d'Eriksen à l'Euro. Parce que, oui. Quand même. Ça fait mal au cœur. Bien. donc qu'aujourd'hui, cette équipe en grande difficulté en coulisses, notamment sur le plan financier, ait de tels résultats, c'est assez surprenant. D'autant plus qu'on aurait pu attendre que, je sais pas, l'Atalanta, Sassuolo, Milan, la Juve puisse se faire la cerise, parce que son entraîneur, c'était quoi le dicton de son entraîneur ? Gagner, c'est si simple, dans son livre. Oui. Quand t'as les meilleurs joueurs, il aurait pu. Je dis ça comme ça. Gagner, c'est simple avec un petit astérisque. Quand t'as les meilleurs joueurs en Serie A, parce que t'as profité du travail de Conte juste avant. Et que la Ligue des Champions, c'est toujours pas ça. Voilà. Bon. Non mais honnêtement, franchement, moi, ça m'épate. Et ça amène quand même un peu de modestie dans certains de nos commentaires, parce que franchement, quand tu voyais leur mercato d'été, tu te disais... C'était pas déconnant. Après, c'est vrai que sur le long terme, c'est pas ouf, mais
Je parle pour Ils ont remplacer Dzeko. Dzeko Dzeko, pour j'adore, Lukaku. ouais. Sur les profils, ça se ressemble beaucoup. Ouais. Dumfries et Hakimi, sur les profils, ça se ressemble beaucoup, même si le Ouais, mais c'est intelligent de le faire, parce C'est intelligent. qu'ils l'ont perdu pour combien, le Lukaku 80 60, 70 Dzeko, il doit venir pour Dzeko, 10-15, ouais. parce qu'il lui restait un an de contrat. Finalement, ils ont fait une plus-value avec les joueurs. Et Dumfries, pareil, 15-20. Finalement, ils vont prolonger Brozovic. Oui, d'ailleurs, on n'en parle pas, mais s'il y avait un mec... À prendre pour le PSG. Oui. Malheureusement. Parce Donc, que franchement, j'ai vu le match contre la Lazio. énorme. En fait, on n'en parle pas parce qu'il a pas tendance à frapper, mais qu'est-ce qu'il récupère comme ballon? Qu'est-ce qu'il va vers l'avant? Ce qu'il a à l'Inter aussi. Oui. Magnifique joueur. Mais franchement, honnêtement, c'est un début de saison formidable. Et surtout Inzaghi qui est comme Conte, adepte du 3-5-2. Donc en fait, tu perdais, mais tu restais dans le même cohérent. lignée et cohérent. Et ça paye aujourd'hui avec l'Inter qui Comme peut quoi, faire le doublé en Serie La A. cohérence. Paye dans le football. J'aurais pu mettre Pioli aussi en top. Avec le Milan, parce que quand même. Oui. Oui, mais on peut pas 15 top, monsieur. Vous avez choisi Inter Milan. Bah, mon top la semaine prochaine, Pioli. Il va perdre 6-0. Oui, mais en top quand même, parce que je l'avais oublié la semaine dernière et il méritait. Donc toi, ton top, Aurélien, c'est un joueur qui a aidé pas mal l'OGC Nice à être pour l'instant deuxième de Ligue 1. C'est un certain Amine Gouiri, dont on a pas pas mal... troisième, parce que Marseille a gagné. Non, moi j'ai deuxième. Ah non, c'est parce que Marseille avait gagné des deuxièmes et Nice a... Deuxième, mais l'homme qui a un match en retard, mais Nice qui est deuxième grâce à un homme notamment, on en a pas mal parlé dans cette émission. Amine Gouiri, tu l'avais mis en flop depuis un temps aussi. Ouais. Et là, il passe en top, Amine Gouiri, buteur face à Brest notamment le week-end dernier. Magnifique. J'étais déjà amoureux du joueur, mais pour avoir vu ce match magnifique Brest-Nice, il faut savoir quand même que, alors malheureusement, parce qu'en plus Morgan Schneiderlin faisait vraiment un bon début de match et que le tacle ne méritait pas vraiment un carton rouge. Je passerai sur ça. Non. Non, on dirait. Et mais Amine Gouiri a vraiment été, même si Brest, il partait à l'assaut. D'ailleurs, belle équipe de Brest. Première fois que je voyais aussi, quand tu vois dans les stats, le Doiron, le Doiron, première fois que je le voyais dans ses œuvres, c'est vraiment un très beau joueur. Mais même si Brest est un gros match de Walter Benitez, mais tu avais toujours Gouiri qui était là pour placer et organiser les contre-attaques de l'OGC Nice, et ça a fait mouche puisque le deuxième, troisième but sont faits quand il y a eu infériorité numérique. Donc il me semble qu'il lance Andy Delors, et sur le troisième but en fait c'est lui sur le corner qui fait la tête pour amorcer la contre-attaque. Il a pu, je sais plus s'il a passé à Kefren Turam, qu'il a fait à Claude Maurice, et Claude Maurice qui la remet à Amine Gouiri, qui fait l'amour à Bellegarde et qui fracasse le poteau. Enfin, ça fait poteau rentrant, mais c'était magnifique. Donc ouais, c'est un beau joueur. Il n'a pas passé beaucoup de temps à Nice. Non, et juin semble si loin pour l'équipe de France. Bon, on sait pas, peut-être Dédé nous a surpris ces derniers temps, donc pourquoi pas. Ah ouais, non, mais là, si, pour moi, il est en concurrence avec Martial qui est encore pris. Je pense que là. Il est toujours pas arrivé du côté de Séville en plus, Martial. Non, non, mais Corona est arrivé. Oui, c'est vrai, Corona. Le variant Corona est arrivé à Séville. Donc on va passer au flop maintenant avec Dridi, on va rester en Ligue 1. Les échéances en Ligue des Champions s'approchent dangereusement pour certains clubs, dont le Paris Saint-Germain qui a tendance à t'inquiéter un peu. Plus d'un mois avant d'affronter le Real Madrid en 8e de finale. Là, ça commence peut-être se mettre à travailler du côté Paris Saint-Germain. On est à un mois pile, le 15 janvier, donc on a un mois pile de la confrontation entre le Real. Et quand je vois les trajectoires des équipes... J'ai la chaîne L'équipe aussi, j'ai mis une sport, j'ai la chaîne L'équipe, donc j'ai vu ce qu'a fait le Real face au FC Barcelone, où le score de 3-2 est très flatteur pour le Barça, parce que franchement, vu ce que le Real a mis dans la tronche du Barça, on aurait pu estimer que s'ils avaient été un peu plus adroits dans leur contre-attaque, ils auraient pu prendre plus cher. Donc c'est très inquiétant pour le PSG, c'est d'autant plus inquiétant que on est sur quoi? On est sur une victoire et 4 nuls sur les 5 derniers matchs, c'est 4 nuls de suite de mémoire. Ce qui correspond, je crois, à la blessure de Neymar face à Saint-Etienne. T'as ça, t'as le fait que Lionel Messi se remette assez mal du coronavirus puisqu'il est forfait pour le match face à Brest. T'as le fait que tu sois toujours aussi
mais dépendant de Kylian Mbappé de plus en plus les matchs passent. T'as aussi un entraîneur qui quand même... qui vient de signer un beau contrat avec Oakley. Oui, alors que c'est Neymar qui a fait la propagande pour cette marque durant le Final 8, normalement avec ses grosses lunettes, il doit être ravi. Comme quoi, belle passe décisive. Donc oui, donc t'as un entraîneur aussi qui enchaîne les déclarations lunaires à chaque conférence de presse. Je crois qu'il avait dit qu'Icardi était en forme. En forme de quoi? En forme de bouteille d'orange. Ouais, sans doute, ouais. Non, mais franchement, c'est très inquiétant, honnêtement. Et le pire, c'est que le pire selon moi pour le PSG, dans le scénario PSG, c'est qu'Mbappé n'a pas encore eu le Covid. Et tu sens bien le 10 février un truc du genre l'Espagne renforce son protocole à 12 jours. Non, je crois que d'ailleurs c'est plus l'inverse. Oui, mais ils vont le renforcer. C'est écrit. Martino Pérez connaît. Ils vont le renforcer. Donc non, honnêtement c'est Allô Felipe, je crois que les mecs qui viennent de Paris, c'est pas des gars sûrs. Hein. Ouais. Il a pas de visa. Il a pas son passe Novak Djokovic. Oui, mais on est en Union Européenne. M'en fiche. Pas mon problème. On est sorti de l'Europe. Et puis surtout, t'as aussi Fille autre la chose. Castille indépendante. Et puis surtout, t'as aussi autre chose, c'est le milieu de terrain qui est. On l'a vu contre Lyon. Qui est encore qui est sur surprise sur ultra dépendant de Edouard Michu et Saïs Salons. de Marco Verratti. Donc mon conseil. Mettez Edouard Michu, ça c'est toujours mieux qu'en Herrera et Giorgio Wijnaldum quoi. Un petit mot sur Wijnaldum du coup Oui, bah c'est franchement il est pas mal dans le 110 mètres. Franchement, je demande à voir. Une belle reconversion. En plus vu que c'est bon. Bravo, pour peu que la Ligue 1 soit encore sur Canal+, tu vois, on n'a pas vu la diff vu qu'ils ont aussi les mondiaux d'athlètes. Ouais, c'était la Golden League. Belle transition. Sur un truc linéaire, serait commenté par le même mec, un bandeau. C'était Leslie Jones ou Stéphane Diagana qui était. C'est Leslie Jones. Leslie Jones, hein, sur le 400 mètres. Non, c'est Diagana le 400 mètres. Ouais. Leslie Jones, c'était. Mais non, c'est Ladji Doucouré le 110 mètres. Ah, Ladji Doucouré. Ladji Doucouré, évidemment. Donc, on termine les top flops avec toi, Aurélien, avec un club qui végète à la 15e place de Première Ligue. Qu'est-ce qui cloche chez les Toffees d'Everton? Eh ben, 15e, 19 points, 8 points du premier relégable Burnley, mais comme je suis quelqu'un de qui dit tout, ils ont quand même presque 3 matchs en retard quand même, parce qu'ils n'ont pas joué du Boxing Day. Oui, c'est vrai. C'est cool. Mais oui, non, mais donc et surtout, ça c'est une belle stat, 12 matchs, une seule victoire. Je vous dis pas contre qui parce que ça pourrait faire rire. Un club en rouge. Un club en rouge. À tous les supporters des Gunners. Salut l'ami. Même quand ça marche bien, Arsenal, il y a quand même un truc qui... Ouais, c'est fou, mais on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se briser avec Rafa Benitez parce que le début de saison était plutôt bon. On voyait même comment, il me semble, dans les quasiment 8 premières journées, oui, c'est à peu près ça le calcul, 6-7 premières journées, Everton était même dans les... dans le top 5. Voire même dans le top 6, puisque c'est même dans les places européennes en tout cas. Et là, tu sens que là, ils viennent de perdre contre Brentford, qui est un promu, et on va pas me dire que l'équipe d'Everton actuelle est moins forte que Brentford. Même si j'adore Brian Mbeumo, Johan Wissa et toute la clique de Danois et Scandinaves qui ont Brentford. Mais là... Quand tu regardes en fait les interviews de Lucani, même si un joueur qui gueule contre un entraîneur, on voit bien par exemple que chez regarder des TikTok de Lucani. Oui. Que tu as regardé. que j'ai vu malheureusement à mon grand désarroi. Tu sens par exemple Bruno Chéroux a toujours la haine 5 ans après, presque 10 ans après de Marcelo Bielsa. Mais tu sens qu'il y a quelque chose qui va mal chez le Toffees, qui pourtant ont la folie des grandeurs, qui veulent changer de stade si elles y arrivent, parce que comme ils veulent être proches du port de Liverpool, mais le port de Liverpool est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc normalement pas touché haut. Mais si l'idée de Platini fonctionne là.
football au patrimoine de l'UNESCO. Ce serait quelque chose d'intelligent. On est deux. Non, mais ce serait intelligent, ça permettrait de sauvegarder quelques règles et quelques principes comme des mondiaux, même tous les 4 ans. Mais tu sens que voilà, avec Rafa Benitez qui s'est dit confiant dans son poste, si le ce qu'il avait dit en décembre 2015. quand il était au Real Madrid. Donc tu sens que non, voilà, c'est mon flop parce que cette équipe d'Everton elle est plutôt belle, mais bon, c'est vrai que quand ton numéro 10 préfère chatouiller des gamines que chatouiller les ballons, bah forcément. Ah oui. J'ai fait Sigurdsson, qui était condamné pour ça. Pas encore condamné, il me semble. Oui. Donc il est toujours, on va dire. C'est le tribunal médiatique. Voilà, c'est un beau tribunal médiatique, je trouve, mais qui est un peu comme Benjamin Mendy, on va dire actuellement. C'est vrai qu'en première ligue, là, ça commence à les accumuler quand même. Oui. Donc là, c'est compliqué. C'est donc terminé pour les tops et les flops. On va passer maintenant au focus de cette émission sur la CAN. C'est parti. La Coupe d'Afrique des Nations est lancée depuis dimanche. Depuis dimanche. C'est vrai, bien parce que je ne l'avais pas noté. Depuis le Cameroun, à l'heure où nous parlons, nous sommes à peu près à la moitié des phases de poule et déjà quelques dynamiques se dégagent, mais aussi quelques dingueries. On va pas se mentir du côté de la CAN. Déjà, parlons. On va commencer par l'elephant in the room, comme on dit en anglais, mais j'ai pas le mot. J'ai pas le mot en français. I wanna talk about the elephant in the room. Voilà, How c'est do ça. you say in French? Cause L'éléphant dans la salle. ouais. Si on traduit littéralement. C'est le truc qui se voit comme au nez au milieu de la figure. Voilà, un peu ça. Déjà, parlons de ce qui s'est passé à la fin du match. À la fin du match, Mali-Tunisie, Dridi contenu une histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, manifestement, l'arbitre avait décidé de finir un peu plus tôt ce match. Mais comme il n'a pas avisé ses collègues, Il a visé personne. En premier temps, il a sifflé la fin du match à la 85e minute. Alors qu'il restait potentiellement 10 minutes encore de jeu. Avec le temps Il y avait beaucoup de... il y avait. Deux interventions de la VAR, 9 changements, je crois, au total. Oui, il c'est ça. y avait quelques changements, effectivement, beaucoup Oui, de c'est vrai qu'on changements. peut dire maintenant Donc, 9 changements. On aurait pu imaginer que le temps additionnel soit de 6-7 minutes. Plus Sauf le que la temps Tunisie réglementaire, pouvait revenir parce que le Mali gagnait 1-0. gagner 1-0. Donc là, on est à la 85e minute. Et puis, ensuite, manifestement, Il était perdu. c'est pas qu'il était perdu, c'est que ce monsieur, manifestement, n'a pas très bien compris le principe du temps additionnel. Ni même temps réglementaire. Oui, mais à la limite, tu vois, pour une seconde, ils vont pas jarrer. Oui, ça Alors aurait été que- France-Danemark en 2018. Allez-y. Même à la mi-temps, on aurait aimé qu'il le termine. Oui, voilà. Alors qu'il devait avoir 4 ou 5 minutes de temps additionnel, 4 minutes ou 5 minutes de bonheur en plus, comme diraient certains, et bon, l'arbitre il a décidé que non. Et à la 89e et 58e seconde, 89 minutes et 58e seconde, il a annoncé la fin de match à 1-0. Ce qu'il a entendu a été très très apprécié par les Tunisiens. Notamment Avec son ce- sélectionneur qui. Avec ce sélectionneur qui nous a offert deux mêmes légendaires, celui-ci et celui-ci. Je vous invite à voir Avec sur, une de soleil, c'était sur fantastique. Twitter. C'est formidable. Franchement, Ouais, non, mais... je sais pas si j'ai déjà vu ça un jour, je pense pas. non, mais il a créé un mème. Ah ouais, franchement. pas donné à tout le monde. Il a créé deux hein, en l'espace de 6 minutes. Donc, voilà, donc outre Et ce. là, on sait toujours pas quelle est la décision de la Si, CAF. la CAF a homologué la victoire du Mali. Voilà. D'accord, Donc, pardon. Il ne s'est rien, enfin, du coup, il ne s'est rien passé. Bon, le Mali, parce le que Mali gagne 1-0. Essam Abdel Fattah, responsable des arbitres de la CAF, a déclaré l'arbitre de Tunisie-Mali Tunisie-Mali a eu un coup de chaleur et une sévère déshydratation, ce qui lui a fait perdre sa concentration et il était conduit à l'hôpital d'ailleurs. Ah, bravo de Mais se il moquer. n'y a pas un truc. Mais il peut. Enfin, normalement, il y a un arbitre remplaçant. Oui. Bah, il y a 9 changements, il y en a bien un changement pour l'arbitre. Il y a un quatrième arbitre, le Cameroun. Sinon, il sort les deux gars de la VAR. Ah oui, il y en a bien un qui veut, ils ouvrent la porte, il y en a bien un qui veut venir. Roger, Je suis pas échauffé et tout. c'est pas là, c'est pour 5 minutes. Donc assez incroyable ce qui s'est passé. Dans la même journée, le soir, en plus, lors du match Gambie-Mauritanie, il y a eu 3 erreurs pour l'hymne de Mauritanie qui n'a jamais retenti dans le stade, mais Voilà. les joueurs ont chanté quand même Voilà. bien joué. Donc compliqué là ce début de CAN, C'est notamment ça, aussi au niveau du jeu, parce qu'on Ça me rappelle en Coupe Davis où genre il y avait et aussi eu, France-Albanie, non France-Albanie. Ah oui, France-Albanie, oui. France-Albanie, où c'était le Moïsine pour l'Albanie. Et heureusement, c'était pas un autre hymne, parce que ça aurait été un autre hymne de pays de l'Est. Je pense qu'on serait en guerre contre l'Albanie actuellement. La guerre civile aurait pu éclater, mais aussi Et du perso, coup, je préfère du Alipa. donc compliqué ce début de CAN, notamment au niveau du spectacle et du jeu proposé par les différentes équipes.
Pas beaucoup de buts par match. Je crois qu'on était à combien? On était à 13 buts à la fin de la première journée. Je pense qu'on était à quasiment un but en moyenne par match. Un but en moyenne par match. Donc, et parce qu'il y avait eu 3 buts lors du match d'ouverture. Voilà, et Aboubacar a mis 2 pénaltys. Non, il a mis 4 buts, je crois, en 2 journées. Oui, parce qu'il a remis un doublé contre l'Éthiopie. Donc, qu'est-ce qui peut expliquer ce début de CAN très compliqué pour quasiment toutes les équipes déjà, la particularité de la CAN, déjà, jouer à 14h puis 17h déjà en Afrique, c'est compliqué. Chez Didier Deschamps, je crois qu'il s'était plaint d'avoir que 2 semaines pour préparer l'Euro. La CAN, ils ont 6 jours, 7 jours. Ouais. Oui. Voilà, donc t'as ça. T'as les pelouses qui sont pas top. Enfin, quoique. Il a été malin parce que Samuel Eto'o. Les pelouses sont pas top à 14h, 17h, mais 20h quand c'est prime time, là c'est nickel. J'avais quand même regardé le match d'ouverture au stade Olembe. D'ailleurs, il faudrait que je vois pourquoi il s'appelle Olembe, parce que moi je pense à Salomon Olembe, mais à mon avis, il a pas assez marqué le Cameroun pour avoir un stade à son nom. Tu sentais qu'à chaque pas de Camerounais. C'est un match d'ouverture. Oui, l'ouverture de la pelouse aussi. T'as mis ça, mais t'as aussi 2 matchs qui se jouent en même temps, qui jouent sur la même pelouse, c'est-à-dire. Donc ça favorise pas le jeu. Et puis t'as aussi. Heureusement, il n'y a pas un match de rugby derrière. Ou un concert de Dua Lipa. Et puis t'as aussi le fait que ça soit aussi, comment dirais-je, à l'image de l'Amérique du Sud où on laisse quand même avoir beaucoup de contacts assez physiques, même s'il y a beaucoup de joueurs techniques, mais bon, t'as quand même aussi cette prime où t'as plus de latitude pour faire ce que tu veux. Lors du match d'ouverture d'ailleurs. Au bout de 20 secondes, tu peux avoir. Je crois que c'est Steve Iago. Oui, c'est Iago. 40 secondes. Il met son pied sur le genou et il prend un jaune. Bon, c'est la CAN aussi, donc bon. Mais enfin. Ça joue, c'est l'Angleterre aussi. Oui, mais il y a un peu de ça. Donc ça doit jouer aussi sur les performances, évidemment. Après, c'est qu'une première journée, parce que la deuxième journée, elle a démarré hier. D'ailleurs, elle démarre timidement. Donc oui, mais faudra attendre avant de se faire une idée, évidemment. Mais du coup, on a vu lors de cette CAN des débuts compliqués, notamment pour l'Égypte qui a perdu contre le Nigeria. Une bonne équipe nigériane qui gagne 1-0 sur un but d'Inacho. Nigeria qui peut être un sérieux outsider pour cette CAN quand même avec. C'est toujours un outsider. Ah oui, mais ça fait partie de ces équipes qui sont toujours présentes. Pour le moment, on va dire que quand même les Les favoris. Les favoris ont répondu présent. Bon, l'Algérie qui fait. J'ai vu le Sénégal, honnêtement. Oui, mais le Sénégal, tu sens que. Mais le Sénégal, ils font le job comptablement parce qu'ils sont à 4 points. Oui, mais, honnêtement, tu sens que le Sénégal, ils sont quand même en sérieuse. Ouais, tu sens qu'Aliou Cissé, surtout, est en sérieux. Ouais. Mon avis. Au revoir. Mais aussi, l'Algérie qui a commencé par un match mi-février, nul. il n'y a plus d'Aliou Cissé. Ça dépend de son parcours à la CAN. L'Algérie aussi qui a commencé par un 0-0 assez maussade. Ça a beaucoup tapé sur les doigts d'un certain Yassine Brahimi. Oui. Et Belkebla aussi normalement. Et Attal aussi normalement. Mais ça a été notamment une première période assez compliquée où on voyait des pertes de balles à la limite du ridicule pour les joueurs algériens. On sentait, je pense qu'il y avait une... je pense quand même, parce que t'es dans du titre, t'es très attendu, tu joues face mine de rien au Sierra Leone. C'est ce que j'allais dire, il y a aussi quelque chose qui est important pour l'Algérie. La série d'invincibilité, tu joues face au Sierra Leone qui est un tout petit. Oui, c'est un petit pays. Je crois que c'est leur deuxième clean sheet depuis 1950. Oui, un truc comme ça. Notamment grâce à leur gardien Mohamed Camara. Surtout aux maladresses algériennes, parce que honnêtement, il a fait un bon match. J'ai quand même vu, il a fait quand même les sorties. Il a fait 2-3 arrêts, mais enfin. C'est pas les arrêts, mais il y a les sorties. C'est surtout les sorties qui sont bonnes. C'est pas Ochoa, quoi. Enfin, Ochoa, c'est quand tu faisais un match de malade. Là, c'est plus les joueurs algériens qui tiraient assez près de lui. La dernière tête de Bounedja sur corner. Ouais. Dans la niche. Son contrôle raté, là. Enfin, bref. Mais du coup, l'Algérie qui commence difficilement ses. Après, faut pas oublier que les 4 meilleurs troisièmes se qualifient. Ah oui, c'est vrai. Oui, donc mieux vaut pas être troisième, évidemment, mais. Tout est possible encore pour pas mal d'équipes. Il y a aussi le Maroc qui fait un bon début de CAN avec 2 victoires, puisqu'ils viennent de battre les Comores 2-0. Assez attendu. Et puis, la hype Comore va tout de suite s'arrêter. C'est vrai. Quoique, s'ils prennent 3 points, c'est pas. Ouais, s'ils gagnent leur dernier match du coup contre le Ghana, du coup. De mémoire, oui. Logiquement contre le Ghana, puisque aussi Ghana, déception, premier match, première défaite contre le Gabon. Là, une petite surprise quand même pour. Ouais, mais après, t'as toujours t'as des cadres vieillissants, quoi, au Ghana. Tu le sens. Donc c'est tout à fait normal. Mais bon, tu sens que le Gabon, ce qui est en train de se passer, je pense pas qu'il soit complètement serein. Je pense pas que, oui, moi non plus.
Mais pour Avec les revenir. cas de Covid, quand on parle de cas de Covid, Il y a aussi une situation un peu chaude. Oui. L'actualité gabonaise est, oui, aussi, oui, est marquée effectivement. par pas mal de Des trucs. scandales sexuels. Oui, c'est vrai aussi. Mais pour revenir sur le Maroc avec Vaïd Dodi, c'est quand même quelqu'un qui sait y faire. Alors, c'est pas toujours flamboyant, chatoyant, mais c'est quand même quelqu'un qui sait faire une équipe cohérente et qui va t'amener à quelques difficultés quand même, surtout qu'ils ont de bons talents. C'est aussi un entraîneur qui fait des choix assez forts parce que j'ai oublié le nom. Hakim Ziyech voilà, n'est pas présent dans cette liste, donc quand même c'est quand même fallait le faire, c'est un choix fort. Donc maintenant je pense qu'eux aussi là ils sont bien partis. Leur troisième match je pense qu'ils vont être assez tranquilles vu qu'ils ont fait le plein de points, donc là le Maroc vraiment bien. Et du coup, avec ce qui s'est passé pour l'instant avec la première journée, on a la moitié de la deuxième. Où est-ce que l'Algérie reste quand même l'Algérie et le Sénégal, ça reste les deux gros favoris pour l'instant de la CAN. Mais du coup, est-ce que vous avez moi, je passerai pas le Sénégal. Moi, je passerai la Côte d'Ivoire. Je mets pas le Sénégal non plus. La Côte d'Ivoire, on a un pool l'Algérie. Oui. Troisième match. Donc difficile. Mais le Maroc, mais je pense pas que l'Algérie soit favorite. Non, enfin par rapport à elle est du titre, 35 matchs de par son statut, elle est favorite. Elle est favorite, mais à mon avis, le truc là de. Enfin, je pense qu'ils auraient apprécié de perdre. Enfin, pas de perdre la compétition, mais de perdre avant, quoi. D'accord, parce que là, il y en a sur un match, tu vois, un match amical, une défaite comme ça, la série de. Ils sont plus qu'à 2 matchs de l'Italie, si je dis pas de bêtises. Je crois aussi, ouais. Ouais, je crois que c'est ça. 2 matchs. Oui, parce qu'ils peuvent dépasser ou égaler l'Italie, mais tout en étant éliminés. Non, c'est l'Italie qui a été stoppée par quel pays déjà? Je ne sais pas. C'est marrant. Bizarrement, c'est pas. Bizarrement, c'est ça pas. commence par S, ça finit par Je sais Spagne. pas. La France a apporté quel badge en plus de celui de la Coupe du Monde prochainement sur les maillots? Pas de quoi vous parler. Bah voilà, pareil. C'est marrant ces petites années. De l'arbitrage, on parle de l'Afrique, mais il y a quelque chose aussi en Europe, on a niveau de l'arbitrage qui sont un peu compliqués. Non, mais c'est bien que tu enchaînes là-dessus. C'est qu'en fait, on s'attend quand même à avoir une belle CAN. Et le problème, c'est que tu as l'impression quand même qu'avec les petites polémiques à côté, la CAF se tire vraiment une balle dans le pied, quoi. Déjà, bon, tu as toujours les polémiques qui arrivent avec les clubs qui veulent pas libérer les joueurs. C'est habituel, mais là, c'est vrai qu'avec le coup du coronavirus, ils ont voulu tenter les passes Djokovic. On va appeler ça comme ça. T'es malade le 26, mais en fait, c'était le 16. Et donc tu as des choses comme ça, mais en tout cas c'est super, c'est-à-dire que les joueurs africains sont super importants dans leur club. Ce serait bien de les payer comme des joueurs européens, c'est mon petit coup de gueule aussi. Mais non, mais en plus, toi, on parlait du Cameroun, mais aussi ils ont encore failli perdre l'organisation. On parle de l'état des pelouses, forcément je pense que ça joue, mais ils ont failli perdre. Au Qatar. Ouais. Enfin, ça pouvait. Ouais, ils ont failli perdre. Il y a 2 ans, ils ont perdu l'organisation. 2 ans plus tard, ils ont été encore à ça de la perdre. Non, voilà. Après, si tu as la future organisation en 2023, qui est à Côte d'Ivoire, qui sera en été. Donc là, il n'y aura pas de problème pour les joueurs. Mais c'est la saison des pluies au Côte d'Ivoire. On va peut-être encore s'amuser. C'est bien, ça sera du waterpolo du coup. C'est ça. Et mais encore, si on voulait gueuler, et encore on va pas parler de la coupe asiatique qu'ils ont, parce que eux aussi souvent on les empêche de partir pour l'équivalent de l'euro ou de la CAN. Mais bizarrement pour la diaspora asiatique on en parle moins. C'est vrai que Heung-min Son souvent il n'y part pas. Il dit d'accord, mais bon. Heung-min Son la dernière fois qu'il a joué pour son pays il était très ému. Oui. Non, mais en plus, oui, c'est vrai. Oui, parce qu'il n'a pas fait l'armée. 7 ans là-bas, je crois. Oui, souvent, carrière, je crois que tu es obligé de faire une année, mais tu as un club normalement en Corée. Mais bon. Il n'y a pas le même salaire. Hein. Non, oui, c'est ça. Mais du coup aussi, on parle c'est sous Covid-19 cette compétition. Et il y a la Tunisie là, qui vient d'être quand même assez touchée par ce virus avec 6 cas positifs. Ouais. Donc là, qu'est-ce que ça. En plus, c'est pour dommage. Pour le futur de la compétition pour la Tunisie quand même. Parce que. T'as Mejbri surtout. Pour le Mali aussi, hein, parce qu'il y a pas mal de contacts, je pense. Oui. Notamment à la fin de match. Il y a pas mal de contacts. L'arbitre il se sentait pas bien, à mon avis. On prend encore un coup de chaud là. Non, mais c'est vrai que ils ont permis des groupes élargis. Je crois que c'est 26 joueurs, alors que normalement c'était 20. À la base c'était 26 plus 2 ou 3 réservistes et ils ont réduit à 26 pour le début. Mais bon, ça joue aussi quand tu vois. Bon,
Le Sénégal, qui certes galère, et parce que Aliou Cissé, tu sens qu'il est en fin de vie, entre guillemets, enfin que la sélection est en fin de cycle. Lui est en fin de cycle. Lui, en fin de cycle, parce qu'il y a des excellents joueurs. Il était en 2018. Mais aussi, à un moment donné, il faut être sérieux. Là, quand tu vois la tête de la compo de cet après-midi, que ça fasse que 0-0 contre la Guinée, pour avoir regardé la compo pour avoir regardé la compo de la Guinée, en fait, la Guinée, limite, c'était la plus forte sur le papier, parce qu'il manquait Kalidou Koulibaly, il manque Edouard Mendy, qui manquait d'autres. Tu avais Fodé Ballo-Touré, je salue les amis monégasques, et d'ailleurs, je les emmerde d'avoir vendu 8 millions Fodé Ballo-Touré à l'AC Milan. T'as plein de choses comme ça, et tu sens que oui, forcément, ça impacte. Malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui voulaient défendre la CAN parce que de toute façon, il faut défendre les compétitions internationales, même si c'est la Gold Cup, même si c'est la Copa América, que ça soit la CAN, l'Euro, enfin toutes ces compétitions, elles sont internationales et elles représentent beaucoup de choses pour les joueurs. Et malheureusement, le spectacle n'est pas là parce que t'as un peu les pelouses, t'as un peu la météo, t'as un peu les cas de Covid, t'as un peu les comment ça s'appelle ? La préparation aussi. La préparation, t'as aussi les petites polémiques. Et en fait, tout ça, ça veut dire qu'on va encore regarder l'Afrique comme une espèce de parce que comme on est en Europe, nous avons les avis des personnes européennes, et t'as l'impression que c'est encore le colonisateur qui regarde son pays qu'il a décidé de libérer. Je mets beaucoup de guillemets dans les années, milieu du XXe siècle, alors que, comme je dis, en fait, toutes les compétitions devraient être traitées avec respect. Or, ce n'est pas le cas, et le problème, c'est que c'est pas le cas vis-à-vis de beaucoup de dirigeants européens, mais l'association qui gère le football africain fait pas mieux. Comment tu veux t'en sortir ? Il y a pas mal d'associations qui gèrent le football qui sont, de toute façon, que ce soit en Europe, en Afrique ou partout, qui sont par exemple de tout reproche. Donc malheureusement, c'est quelque chose d'assez universel. Mais malheureusement, en fait, ce que tu vois, c'est que ça se voit beaucoup en Afrique. Ouais, mais ça se voit beaucoup aussi en Copa América, je crois. Oui, avec, de toute façon, il est... Quoi c'est quoi quand la Guardia Civile est rentrée vite, on va dire aux Brésiliens, hop. Aux Argentins, je crois. Non. Bon, ça a permis à Messi et Neymar de se faire une petite photo à la fin. Magnifique. Bon, on espère une meilleure suite de compétition. De toute façon, avec les forces en présence, il peut y avoir du spectacle. Et allez, Sébastien Haller et Willy Boli. La Côte d'Ivoire avec Sébastien Haller. Et donc, il y a moyen d'avoir du spectacle pour la suite de cette CAN qu'on couvrira de toute façon dans cette émission. C'est donc l'heure d'avoir les matchs à voir du week-end de nos chroniqueurs. C'est parti. Les matchs à voir du week-end, on commence avec toi, Dridi, le premier contre le deuxième en Angleterre, en Première Ligue. Manchester City à l'occasion d'enterrer... Le Honved contre... Victor Orban. Voilà. City à l'occasion d'enterrer une bonne fois pour toute la compétition en Première Ligue. Est-ce qu'ils vont le faire, les Citizens, face à Chelsea qui souffre de quelques pertes, lui à la CAN, notamment Edouard Mendy dans les cages. Ouais, saison qui est pas... dans les cages, ça s'annonce bien. Mais plus sérieusement, oui, c'est clairement le choc du week-end en Europe, et je pense que je pense pas qu'on va avoir un sommet de football malheureusement, parce qu'avec Manchester City-Chelsea version Thomas Tuchel, c'était pas un sommet de football justement, et le match aller n'était pas un sommet de football justement. Et quand tu vois que Thomas Tuchel a un peu à l'image de tous les coachs en ce moment se plaint des calendriers assez dantesques, je pense que là, on va assister à deux équipes assez prudentes, avec un Chelsea qui ne voudra pas être largué dans la course au titre, un Manchester City qui est sur un fauteuil. Qui est assis sur un fauteuil tranquillement, qui voudra gagner évidemment, parce qu'ils veulent toujours gagner, c'est évident. Mais je pense pas qu'il y aura d'énormes prises de risques de part et d'autre. Bon, Chelsea, ils prennent jamais de risques de toute façon, donc ça c'est réglé. Donc oui, quand il passe Timo Werner en attaque. Ouais, c'est vrai. Bon, pour les supporters, je vais pas le défendre. Bon, tout a déjà été dit sur lui, je pense. Mais plus sérieusement, je pense que ça va être un match compliqué, et je pense que comment dirais-je,
À mon avis, on va pas assister à un. Tu penses le choc qui accouche, l'éléphant qui accouche d'une souris? Exact, voilà. J'allais dire que ça va être un choc décevant, mais tu l'as bien dit. Mais c'est quand même un match à voir, parce que c'est toujours intéressant de. C'est toujours un choc de première ligue. C'est toujours un choc de première ligue, c'est toujours intéressant de voir une équipe de Guardiola face à une équipe de Tourelle, parce qu'il y a un passif entre les deux. Donc oui, c'est évidemment le match à voir. Mais ne pariez pas déjà dessus. Surtout, ne vous attendez pas à avoir un sommet de football. Et finalement, Aurélien, toi, c'est le 2e contre le 4e, mais en Allemagne, le Dortmund qui va tenter d'assurer sa place sur le podium face à une surprenante équipe de Fribourg en ce début de saison en Bundesliga. Oui, il me semble que j'avais mis Fribourg dans mes tops dernièrement. Donc, comme je suis quelqu'un de consensueux, j'ai décidé... De cohérent. Et de cohérent. J'ai décidé de regarder les matchs de Fribourg. Il y a toujours Jonathan Schmidt à Fribourg? Oui, mais beaucoup blessé, donc pour le moment il n'est pas titulaire. Et en plus je crois que... Non, sur les latéraux c'est pas lui, mais en défense centrale il y a le petit Schotterberg. Je pense que le Bayern va sauter dessus dans pas longtemps. Nico, parce qu'il y a son frère qui joue en même temps, mais il est plus talentueux que son frère. Lui c'est Schopenhauer, son petit frère. Et donc j'ai décidé de regarder Fribourg. D'ailleurs, contre je ne sais plus contre qui c'était, je crois que c'était Cologne ou un truc comme ça. Enfin bref, c'était un match. Non, c'était Bayer Leverkusen, donc c'était un beau match. Et ben, ça fait un très bon pressing. Ça a une défense admirable. Ils ont encaissé que 18 buts. La seule équipe qui a encaissé autant de buts en Bundesliga, c'est un petit club bidon en Bavière, qui est premier. Donc le Bayern Munich. Et donc ça fait que Fribourg est quand même donc la première ex-aequo défense de Bundesliga. Et c'est peut-être en fait, ça montre son principal défaut parce que ça manque d'un tueur devant parce que les meilleurs buteurs, ils sont à 4 buts. Et comme je suis consensueux, je les ai notés. C'est Höller, Lienhardt, Vincenzo Griffo, l'italo-allemand qui joue quand même pour la Squadra, et Jeong qui sont tous à 4 buts. C'est le seul problème vraiment que j'ai noté sur Fribourg où c'est eux qui doivent, s'il faut aller tuer Dortmund, ils sont capables. Hummels, s'il fait un début de saison complètement dégueulasse, d'ailleurs, il a dû s'exprimer. Encore, ouais, mais il a encore dû s'exprimer dans les... je crois sur Kicker ou Bild, enfin il s'est encore justifié. Bon, je crois que malheureusement, et c'est peut-être ça le problème, c'est que Dortmund a récupéré le Cyborg et que le Cyborg il a fait un bon match contre Francfort quand ils les ont retournés, il me semble. Il l'a marqué. Il l'a marqué, oui. Donc ça peut être le problème de ce Dortmund-Freiburg, enfin pour Fribourg, c'est que si eux ne marquent pas, il y a un Norvégien qui s'en chargera en face, donc attention. Mais ça devrait être un beau match. Voilà, peut-être un meilleur match que Manchester City-Chelsea, peut-être. Je pense même une domination de Fribourg. C'est de la triche, il a choisi un match de Bundesliga. Eh oui, bien joli. On va donc finir cette émission avec le premier quiz de 2022. C'est parti. Le quiz, on va revenir à la formule qui a été pas mal utilisée ces derniers temps. À qui suis-je, évidemment. Avec, je le dis maintenant en indice, évidemment, comme ce sont en période de Cannes, c'est 3 joueurs africains. D'accord. Donc voilà, c'est dit. Donc nous allons pouvoir commencer. 3 joueurs à deviner. Le premier joueur le premier coureur, j'allais dire. Le premier chroniqueur qui... Je veux bien être le meilleur grimpeur, mais ça... Le premier chroniqueur qui devine, du coup, a un point, il y en a 3. C'est parti, premier joueur. Je suis né le 5 août 1985 à Oumé. Je suis l'un des seuls joueurs africains à avoir joué en Amérique latine. Je suis également passé par la France, les Pays-Bas... Achilimana. Qui? Achilimana. C'est non. Dommage, il a joué... Encore une phrase, Drelly, je pourrais proposer quelque chose. Je suis également passé par la France, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Angleterre. Bref, un globe-trotteur. Salomon Kolou. Non. Si. Non. Bah si, puisqu'elle est... Parce que merci à Rémi d'avoir... La régie a spoil. Attends, juste c'est comme question pour un champion. Salomon Kalou. Salomon Kalou, il a joué... Putain, mais elle a tué le truc. Je commence ma carrière aux Pays-Bas, on allait du côté de la première ligue, où je suis vu comme un bon espoir dans un grand club, et à raison. Je joue avec elle 254 matchs en 6 ans pour 60 buts.
En fin de contrat en 2012, je traverse la Manche, mais je reste tout de même assez proche d'Angleterre, etc. Bon, Je suis Salomon Kalou, mais. Je suis Salomon Kalou, ouais. Un peu pour moi. Je file ma carrière à Botafogo. Un peu pour moi. Et je suis descendu en. Non, tu veux pas. J'ai pas Non, entendu. je suis désolé, faut être un petit Putain, mais pourquoi elle est. Ah non, mais l'Algérie, on n'a plus rien à. L'Algérie. Avec l'Algérie, on peut plus rien faire. La région n'a plus rien à foutre, bah très bien. Bon bah c'est dommage hein, parce que bon, peut-être que Dreddy aurait eu la bonne réponse. Peut-être. Peut-être. On le saura jamais. J'étais à milieu, mais je suis sûr qu'à vérifier, Emana est passé en Amérique. Bah sûrement, mais pour ça je dis l'un des seuls et non pas le seul. Ah oui, c'est l'un des seuls. Deuxième joueur, je suis né le 17 avril 1987 en France, de parents algériens et marocains. Je commence ma carrière dans le 91 avant d'aller à Clairefontaine, puis de m'y faire envoyer. Je suis tout de même repéré par de grands clubs comme Chelsea ou Manchester United. Malgré des stages concluants, je fais le chemin inverse pour aller dans le sud de la France. Je passe par plusieurs clubs de Ligue 2 avant de franchir les Alpes. Et c'est là-bas que j'explose. Benatia. Benatia. Ah merde. L'autre côté des Alpes, Marais. Ah ouais, non. Pardon. Non, parce qu'en fait, je pensais à Marais quand t'as dit Ligue 2. Mehdi Benatia, du coup. Ah oui, mais non, Algérien, marocain. Ouais, Eh oui, c'est sa mère qui est algérienne, super. Il y a un truc comme ça, mais en plus. Ah oui, mais oui, en plus, c'est. Ah, Et le troisième joueur, donc bon, si tu peux gagner, c'est par un quatrième. Je mets une droite à Dreddy comme ça, et comme ça il ferait c'est une mauvaise réponse. je réussirai à le dire quand même. Troisième joueur, moi aussi, je suis né le 25 mai 85 en France. Je vais galérer pour trouver mon premier club après des essais à Auxerre, à Lyon ou encore à Watford. Mais il a fait un essai à Auxerre, il a pas fait sa vie là-bas. Je te jure. Et après il est en Italie. C'est un scandale, monsieur l'arbitre. Justement, non je déconne. À Auxerre, à Lyon ou encore à Watford. Finalement, c'est à Rouen que je vais commencer ma carrière. Au bout d'une saison, je signe en Belgique, où je fais des débuts très prometteurs avant de me faire la doublette tibia-péroné. Je suis remarqué en Allemagne dans un club qui vient de monter en Bundesliga. J'y vais donc, et 6 petits mois plus tard, je me dirige vers l'Angleterre, où j'impressionne pas mal de monde entre West Ham et Newcastle. T'as dit qu'il était aussi algérien et... Non. Ah non, d'accord. Il est né en France aussi. En 2013, je retourne à Londres, où je vais être très populaire dans un grand club anglais, auprès des supporters. Notamment, après un but importantissime, face au PSG, en quart de finale de Ligue. Dembaba. Dembaba. Ah putain, Dembaba, oui. Donc là, vous êtes chiant, je vais retrouver un quatrième joueur. J'avais trouvé Salomon Kalou, personnellement. Et oui, on va retrouver un quatrième joueur, donc il va falloir rester 2 minutes. Le meublé, du coup, ça va, Dreddy, tes actus tout Ça va. Moi, je veux bien, et toi, je veux. Ah ben ça va. Toujours en stage, Dreddy. Parfait. Ça fait 18 mois. La précarisation pour moi. Le contrat de travail est pas respecté. Bon, j'ai un joueur. Ah merde. Je suis né le 17 mars 1982. Attends. 17 mars 82. 1982. Je suis un milieu de terrain. Je suis passé par divers pays au cours de ma carrière, notamment les Pays-Bas, l'Allemagne ou l'Angleterre. Je commence ma carrière aux Pays-Bas. C'est aussi un joueur africain. Oui. Je tiens une place dans une des équipes les plus offensives de la décennie. Aux Pays-Bas ? Notamment, oui, dans les Pays-Bas, avec des joueurs comme Aten Trabelsi, Andy van der Meijden. Il y a d'autres noms qui sont un peu plus Ouais, récents, je ne vais pas les dire. En 2006, je vais en Allemagne. Et je suis considéré comme le successeur de Thomas Rosicky, au club où j'arrive. Et je vais même avoir le numéro 10 dans ce club allemand. J'hésite. En 2007, je suis prêté en Angleterre. Et j'obtiens même un permis de travail de 24 mois. Le 24 du même mois. Et espère écrire un peu l'histoire du championnat anglais. Après une première saison convenable, je signe définitivement dans ce même club. Tu te tais, toi, là-bas. Non, elle aura jamais la réponse, parce que là, j'ai pas écrit, parce que quelqu'un a écrit, quelqu'un a lu les réponses. Steven Pienaar. Allez, toi. Bah oui. C'est ça. Mais bon. Bah c'était Steven Pienaar, du coup, oui. Mais Bravo. par pitié, faut arrêter. Mais comment elle a su? Mais bravo. Ben je, comment elle a- bah parce que peut-être elle est sur Wikipédia aussi, mais
Ah, c'est pas possible. Wikipédia, du coup, faut que je lui trouve un 5 Steven Pinard. Bah après, c'est un peu ta faute qu'on dure un peu dans l'émission. Hein. Ouais, te plains pas des heures supplémentaires, Kat. Hein. Un contrat de travail, toi non plus. Faut que je trouve un autre joueur, du coup, ce joueur-là. Mais comment il a fait pour que je trouve? Mais c'est... Parce que même avec les détails que t'as mis... Faut trouver ce joueur-là, du coup. Donc on commence ce joueur. Je suis né le... Ça va, ouais. Il y avait un câble qui dépassait et si je l'oublie, c'est ma mort. Je suis né le 18 juin 88 en Afrique du Nord. Bon, ça va, ça fait que de l'Algérie à l'Égypte. Je quitte mon pays natal en 2013 pour aller au Portugal. Slimani. Islam Slimani. Oh, Bien joué. Warren. Bien joué Aurélien. On peut dire qu'un peu que Agathe en régie a donné la victoire à Aurélien. Belle passe D, magnifique. Merci. Merci, il est médusé le pauvre. Des réactions quant à cette défaite J'avais dit ça, mon calou. C'est un scandale. Vous aurez mon mépris et ma haine. Quelle indignité. C'est sur ces mots qu'on va finir cette émission dans Première Attention. Du coup, merci à Agathe en régie de nous avoir aidé, même si elle a spoilé 2 trucs du quiz, quand même, c'est quand même assez impressionnant. Non, mais par contre, tu te méfieras, je pense qu'elle a, Oui, ça y est, là, elle a maintenant. dû jumeler ton téléphone. Hein. Je vais mettre... oui, c'est très bizarre. Je vais mettre aussi mes runners sous scellés. Maintenant, dès à présent. Merci à Adridi et Aurélien de m'avoir accompagné dans cette émission. Merci à vous de nous suivre sur YouTube et Spotify. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission dans Première Attention. Bonne semaine à vous. Second poteau Pavard.